Guillaume Desjean, je suis magistrat en détachement à la direction générale de l'Agence du numérique en santé. Je suis accompagné d'une étudiante de l'Université Paris-Dauphine qui assiste à nos échanges. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet du dispositif, du cadre juridique qui est lié à ce qu'on appelle l'opposabilité des référentiels, qui est un sujet nouveau, qui n'est pas encore complètement stabilisé sur le plan juridique. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire un point d'étape sur où on en est, sans être forcément conclusif sur tous les sujets, parce que, par exemple, l'ensemble des textes réglementaires ne sont pas encore publiés. Et puis, c'est un processus qu'on va découvrir d'une certaine manière, même si on s'appuie, je vais vous l'expliquer, sur toute l'expérience du dispositif Ségur numérique pour lancer cette phase d'opposabilité qui a été décidée d'ailleurs pas par l'ANS, mais par les pouvoirs publics. Ce que je vous propose, comme vous êtes tous à distance, c'est peut-être de dérouler une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on fera une session d'échange ensuite, parce que comme tout le monde est à distance, je pense que ça va être compliqué si on... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et tu fais bien de le rappeler d'ailleurs, nous, notre vocation, c'est pas être organisme formateur. Donc notre vocation, c'est vraiment de faire des choses qui sont dynamiques et dans l'échange. Donc c'est tout à fait adapté. Je te laisse commencer. Peut-être avant d'évoquer ce sujet, et l'idée d'ailleurs, c'est que je vais vous le présenter dans le contexte du Ségur numérique, donc je vais un peu rappeler comment ça se passe actuellement, rappeler pour peut-être ceux qui ne le savent pas précisément, quels sont les rôles de l'Agence du numérique en santé. L'Agence du numérique en santé, c'est un groupement d'intérêt public, un GIP, dont la gouvernance est hétérogène, puisque notre actionnaire principal, entre guillemets, c'est le ministère de la Santé, représenté notamment par la DNS, mais également l'assurance maladie, la caisse d'autonomie, la CNSA, et désormais en région, les ARS et leur pendant informatique, les grades. Et cette gouvernance, l'ANS, travaille sur un programme de travail de l'agence qui vise à réaliser plusieurs missions qui nous sont confiées. Une mission de régulation, et c'est un peu le sujet de notre échange aujourd'hui, de vous expliquer en quoi l'ANS, avec ses partenaires, produit des référentiels, produit des normes, et comment ces normes sont en train de devenir progressivement contraignantes, c'est-à-dire comment l'écosystème de la e-santé, les industriels, des éditeurs de logiciels, des fabricants de dispositifs médicaux numériques par exemple, mais aussi les professionnels de santé, les établissements des professionnels, doivent ou vont devoir progressivement respecter ces différentes normes, ces différents référentiels qui sont rendus publics. Donc ça, je mets de côté pour en reparler plus précisément ensuite. On a, nous, par ailleurs, un rôle d'opérateur. On est en charge de la gestion d'un certain nombre de systèmes d'information ou de dispositifs par exemple, en matière d'identification et d'authentification des professionnels de santé avec tout ce qui touche à ProSanté Connect, sur lequel d'ailleurs, pour info, il y a une conférence qui est accessible en ligne cet après-midi sur le site de l'ANS. En matière de soins non programmés, on travaille sur un certain nombre de sujets liés au SI SAMU, par exemple, au SAS, au service d'accès aux soins. Donc là, nous, on est opérateur pour le compte des pouvoirs publics, de l'assurance maladie selon les cas, et on met en place des systèmes d'information. Enfin, on a un rôle de promotion, de valorisation des initiatives, d'abord pour faire le lien avec ce qui se fait en région, dans les grades et les ARS. L'idée, c'est qu'on porte au niveau national les initiatives des régions, on accompagne en région le déploiement des initiatives nationales, par exemple sur le Ségur, valorisateur via, par exemple, des appels à projets, et pourquoi pas des appels à projets qui peuvent intéresser l'écosystème des startups de Paris Santé Campus. Encore une fois, l'idée, c'est de fédérer un peu toutes les initiatives en matière de e-santé, puisque au final, la mission de l'agence, c'est bien d'assurer le développement numérique de la e-santé, qu'il s'agisse de l'échange et du partage de données de santé via des référentiels d'interopérabilité. Je dirais que c'est quand même un peu le cœur de ce qu'on fait. Comment assurer, renforcer le partage et l'échange de données de santé en ayant finalement en tête que l'objectif de cet échange et de ce partage, c'est de permettre de renforcer la qualité des soins. Au final, par exemple, comment est-ce que l'hôpital et la ville peuvent mieux communiquer, comment aussi permettre, même si ce n'est pas nous qui sommes en lead là-dessus, mais permettre ensuite la réutilisation secondaire des données de santé qui seront plus facilement
accessibles dans des bases de données de l'État. Tout le sujet de mon espace santé, tout le sujet du carnet de santé électronique, nécessite que derrière, il y ait des systèmes d'information interopérables. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre du Ségur numérique dont je vais vous parler tout de suite, en précisant que travailler sur l'échange et le partage des données de santé et donc sur l'interopérabilité technique, c'est notre cœur de métier, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Pour que derrière, il y ait des usages, c'est-à-dire que les données de santé soient alimentées dans ces systèmes interopérables, il faut qu'on embarque les établissements et les professionnels de santé, et il faut qu'on embarque les patients, même si l'ANS n'est pas l'interlocuteur direct des patients. Et il faut donc assurer la confiance. Et quand on évoque ces sujets d'interopérabilité, il peut y avoir des inquiétudes légitimes qui sont formulées sur les questions de sécurité des systèmes d'information, les questions de protection de la vie privée, de respect du RGPD, les questions d'éthique plus largement. Et donc là, nous aussi, on a vocation à participer à créer ce climat de confiance pour favoriser les usages. Et peut-être, pour introduire ce sujet de la régulation, vous dire que le Code de la santé publique a été modifié l'hiver dernier pour prévoir que désormais, l'Agence du numérique en santé produit justement des normes, des référentiels d'interopérabilité, mais aussi des référentiels de sécurité des systèmes d'information et des référentiels d'éthique. Donc nous, on a vraiment vocation à porter non seulement le sujet de l'interop, mais au-delà, le sujet de la sécurité des systèmes d'information et de l'éthique. On va y revenir, mais protection des personnes, droit à la vie privée, mais ça ne se limite pas à ça. C'est vraiment les trois sujets sur lesquels on va continuer à faire de la régulation dans les années qui viennent. Peut-être aussi un autre élément d'introduction, rappeler que la feuille de route du numérique en santé pour les prochaines années a été rendue publique par le ministre de la Santé il y a quelques semaines, et que dans les grands axes de travail sur la e-santé, il y a un axe 4 qui a été présenté et qui est celui justement de déployer un cadre propice pour le développement des usages et de l'innovation du numérique en santé. Et derrière ça, si vous allez lire la feuille de route qui est accessible sur notre site, sur e-santé, vous verrez que ce dont on parle derrière, c'est de la régulation justement. C'est quelles sont les normes, les règles qu'on va demander à l'écosystème de respecter pour garantir cette interopérabilité, pour garantir ce climat de confiance, pour garantir par exemple un niveau minimum de sécurité des systèmes d'information avec tous les enjeux de cyberdélinquance, de cyberattaques dans les établissements hospitaliers. C'est vraiment un sujet sur lequel il y a un axe fort qui va être mis dans les prochains mois et les prochaines années par l'agence pour essayer d'accompagner l'écosystème, notamment les établissements et les professionnels. Alors, quand on parle de régulation, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y a à date deux formes de régulation. Il y a une régulation incitative, c'est-à-dire nous, on va produire des normes, on va produire des référentiels et on va encourager l'écosystème à les respecter. Ce n'est pas obligatoire. Et on va encourager notamment via des dispositifs d'accompagnement financier. C'est ce qu'on appelle le Ségur de la santé, c'est le dispositif de financement à l'équipement dont je vais redire un mot maintenant, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, un mode de régulation incitatif qu'on a lancé il y a en gros 2 ans avec le Ségur. Et puis bientôt, un mode de régulation coercitif, c'est-à-dire le fait que ces normes, ces référentiels qui seront publiés, il ne s'agira pas d'aller inciter l'écosystème à les respecter. L'écosystème devra les respecter. Et si ce n'est pas respecté, il y a des sanctions à la clé. Donc on est dans un système un peu progressif, où l'idée c'est de garantir une implémentation, un déploiement au fil de l'eau de ces référentiels, d'abord dans un cadre incitatif, puis dans un cadre coercitif, avec des calendriers à affiner, on en reparlera, et puis avec une application un peu duel de ces deux dispositifs. Ce n'est pas parce que certains de nos référentiels vont devenir bientôt obligatoires qu'on va complètement arrêter le mécanisme incitatif. On aura toujours des dispositions d'assistance financière sur certains sujets, et on sera toujours surtout dans une logique de pré-publication de notre doctrine, et de construction de cette doctrine avec l'écosystème. Donc, il ne faut pas avoir en tête, et ceux qui connaissent un peu l'NS savent que ça ne fonctionne pas comme ça, on ne va pas pondre, les pouvoirs publics ne vont pas du jour au lendemain pondre un référentiel qui va devenir obligatoire.
on va construire avec l'écosystème, avec les industriels, les éditeurs, etc. Et évidemment les professionnels de santé, via des task force, via des groupes de travail, les référentiels qui ensuite deviennent contraignants. Donc c'est vraiment un travail itératif qu'on a beaucoup expérimenté dans le cadre du Ségur avec la création de task force. C'est vraiment dans cet esprit qu'on travaille. Et évidemment, on ne le fait pas seul, puisqu'on n'est pas nous tout seuls au sein de l'écosystème à produire de la norme aujourd'hui. Il y a notamment l'assurance maladie, le GIE César Vital, le CNDA, et j'en passe. Et donc l'idée, c'est que même si dans le dispositif opposable que je vais vous présenter, l'ANS joue un rôle clairement central, puisque c'est l'ANS qui va notamment faire le travail de référencement, de labellisation d'une certaine manière, par exemple des solutions logicielles qui seront considérées comme conformes quand elles sont produites par un éditeur. Ce travail va impliquer une collaboration entre des structures publiques différentes, et c'est ce sur quoi on a déjà travaillé dans le cadre du Ségur, et c'est ce sur quoi on doit travailler dans le cadre de... Est-ce que du coup, maintenant, vous nous entendez tous bien à distance, s'il vous plaît? C'est tout bon. Oui. Oui. Ok, merci. Oui. Bonjour à tous. On a préféré redécaler l'horaire, c'était plus simple pour que tout le monde soit dans des bonnes conditions, aussi bien les personnes qui nous font la gentillesse de se déplacer en présentiel que vous qui êtes à distance. Et donc j'aurais fait 2 fois mon introduction, voilà. Donc je ne vais pas la refaire une 3e fois, sauf à dire que là l'idée vraiment c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'à 10h30 j'avais dit on ne fera pas un topo de 2 heures, c'est parce qu'aujourd'hui c'est vous présenter une situation à date qui est en train d'évoluer, qui n'est pas du tout finalisé. Le cadre juridique est en cours d'évolution, donc c'est plutôt faire un point d'étape et il faudra peut-être qu'à horizon 1 an, par exemple, on refasse un topo un peu comme ça pour voir où on en est. Si on va sur la slide 4, s'il te plaît, mon premier point de fond, c'était de vous dire que à date, il y a très peu de référentiels de l'ANS qui sont obligatoires. Aujourd'hui, on est dans une régulation incitative. On va inciter l'écosystème à respecter un certain nombre de règles d'interopérabilité, de sécurité ou d'éthique par la discussion, le dialogue et aussi par des incitations financières. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Ségur du numérique en santé. C'est un programme qu'on a mis en œuvre il y a un peu plus de 2 ans, qui est un programme publié par voie réglementaire, dont l'objectif est de financer, de donner des subventions publiques aux éditeurs de logiciels de la e-santé s'ils acceptent de faire des mises à jour de leur logiciel métier pour tenir compte de référentiels qu'on a publiés. Aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a des référentiels qui ont été publiés sur les couloirs de l'hôpital, de la médecine de ville, de la radiologie, de la biologie, de la pharmacie, du médico-social, du SAS, pour le sujet un peu particulier du service d'accès aux soins. Donc en fait, le périmètre de ces aides financières est extrêmement large, puisque là, l'idée, c'est de faire évoluer tous les logiciels métiers qui, en gros, sont utilisés dans le secteur de la santé et dans les différents sujets. Et on a fait des référentiels métiers par type de logiciel. Donc par exemple, dans l'hôpital, vous avez un référentiel DPI, dossier patient informatisé, où on dit à tous les éditeurs de ce type de logiciel, on vous demande de faire une mise à jour pour tenir compte de tel ou tel enjeu d'interopérabilité. Et si on devait résumer, la commande dans ces référentiels, c'est comment on va utiliser l'INS pour identifier les patients, comment on va utiliser la messagerie sécurisée de santé pour les échanges entre professionnels de santé, comment en gros on va implanter tous les services socles en e-santé qui sont proposés par l'agence depuis plusieurs années. C'est un vecteur financier très important parce que ça représente 1,5 milliard d'euros. C'est 500 millions d'euros qui ont vocation à être dépensés sur 3 ans. Là, on est dans la première phase. Et c'est un vecteur financier un peu innovant parce qu'en fait, c'est de l'argent public sous forme de subvention, mais dans le cadre d'un dispositif européen nouveau qui s'appelle Système ouvert et non sélectif de référencement et de financement. C'est-à-dire, on publie nos référentiels par voie réglementaire. Donc, vous pouvez tous les trouver sur le site e-santé. Vous avez un onglet Ségur. Et couloir par couloir, sujet par sujet, vous allez pouvoir retrouver tous ces référentiels qui ont été publiés par arrêté. Et on dit aux éditeurs, ces référentiels publiés, si vous voulez les respecter, il faut venir vous enrôler à notre guichet de référencement. Et il y a une première étape qui consiste pour nous à vérifier sur dossier que les éditeurs sont capables de nous prouver qu'ils respectent bien l'ensemble des exigences. Donc nous, on a un guichet de référencement
Les éditeurs, via un outil informatisé, vont s'enrôler, vont déposer des preuves, ça va être instruit. Et à l'issue de ce processus, on va référencer les éditeurs dont on considère qu'ils sont conformes. La bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant 2 ans, on a énormément d'éditeurs qui sont venus nous voir. C'est qu'en fait, ce mécanisme incitatif a bien fonctionné. On a bien embarqué l'écosystème industriel. En même temps, je pense qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas trop le choix parce qu'ils savaient que l'étape d'après, c'est que ça devient obligatoire. Donc, autant le faire dans un contexte où il y a des aides financières. Aujourd'hui, on a sur le secteur sanitaire, là, sur le slide, il y a marqué qu'on a référencé 130 solutions. Je pense que c'est même plus que ça aujourd'hui, c'est entre 130 et 150. Sur le site de l'ANS, vous avez la liste de tous les logiciels référencés par l'ANS comme étant conformes à nos référentiels Ségur. Et en ayant référencé à peu près 150 solutions, en gros, on a référencé la plupart des solutions du marché. Voilà. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que à date, les solutions du marché sont conformes à nos référentiels d'interopérabilité et que donc à court et moyen terme, au fur et à mesure du déploiement de ces solutions auprès des clients, des professionnels de santé, des établissements, cette standardisation, elle va s'implémenter. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que mon espace santé, qui est le carnet de santé électronique des Français, quasiment tous les citoyens français ont aujourd'hui un espace santé qui est ouvert, et ça va être alimenté via tous ces logiciels. Et pour que ça soit alimenté, il fallait que ces logiciels soient interconnectés. Et avec ces standards de référencement Vagun, c'est le cas. Donc même si ces logiciels ne sont pas encore déployés, on sait qu'à moyen terme, ils vont l'être. Et donc ça, c'est la garantie qu'à moyen terme, mon espace santé, ça va fonctionner. Donc si aujourd'hui, vous allez consulter mon espace santé, vous n'allez peut-être pas trouver trop d'informations, trop de documents, parce que les professionnels de santé ne sont pas encore tous utilisateurs de ce type de logiciel, mais ça va venir. Voilà. Et ça devrait venir même très vite, puisque une fois qu'on a référencé un éditeur, à ce stade, on ne lui a rien payé. On lui demande ensuite d'aller installer les logiciels chez ses clients, donc de signer des bons de commande à 0 €. Donc depuis 2 ans, les éditeurs, ils sont allés voir tous leurs clients, ils ont dit, nous, on vous propose une montée de version logicielle gratuite pour vous, à 0 €. Et la partie, c'est que vous allez avoir un logiciel mis à jour qui va pouvoir permettre d'utiliser plus facilement la messagerie de santé, etc. Et ça, c'est la phase actuelle en 2023. En fait, les éditeurs qu'on a référencés ont jusqu'au 20 septembre pour installer les logiciels référencés chez leurs clients. Et c'est au 20 septembre, finalement, qu'on va payer le solde. On a déjà payé des avances, mais c'est au 20 septembre qu'on va commencer à payer les soldes quand les éditeurs vont prouver qu'ils ont bien installé ces logiciels Ségur. Et ces preuves, elles seront rapportées par des systèmes de contrôle automatisés qu'on a mis en place. C'est-à-dire, on va voir si effectivement, depuis le logiciel installé dans tel hôpital, il y a bien une communication possible avec mon espace santé, il y a bien une interrogation du téléservice INSI pour ce qui concerne l'INES. Enfin bref, on va faire des vérifications à distance comme ça et on va payer. Si on voit que ces vérifications démontrent que les logiciels ne sont pas bien interconnectés, on ne paiera pas, ou si on est déjà payé, on va demander le remboursement des sommes dues. Et puis il y aura des audits sur place. Et ça sera l'étape d'après, qui préfigure aussi de ce qu'on fera bientôt, c'est qu'on va aller sur place chez les éditeurs, chez leurs clients, vérifier sur le terrain si les logiciels qui sont utilisés, puisqu'à ce stade, ce ne sont que des logiciels qui sont dans le périmètre, respectent bien nos référentiels. Les éditeurs là qu'on paye en ce moment, ils signent une convention de référencement avec nous, dans laquelle ils s'engagent évidemment à déployer les logiciels, et contractuellement, ils s'engagent à être audités par nous, et ils ont bien compris que s'ils ne respectent pas ce qu'on leur demande de faire, on va leur demander de rembourser les sommes. Donc aujourd'hui, on en est là sur la fin de la vague 1 du Ségur numérique. Et si on passe sur le slide suivant, dire qu'il y aura une deuxième phase incitative l'année prochaine, en gros. On va republier toute une série de référentiels et on va reproposer des incitations financières aux éditeurs qui acceptent à nouveau de faire une montée de version logicielle auprès de tous leurs clients. Sachant qu'en termes de périmètre, ça va un peu changer. On va embarquer plus de secteurs. Par exemple, on va embarquer maintenant des paramédicaux, ce n'est pas le cas. Donc les logiciels utilisés par les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, si je ne dis pas de bêtises, vont aussi être dans le périmètre. Et puis pour ceux qui étaient déjà dans le périmètre de la vague 1, on va monter une marche supplémentaire. Et les marches en question sont de différentes formes, mais il y a une marche nouvelle, c'est la sécurité des systèmes d'information. Parce qu'en fait, au niveau de la vague 1,
on n'a pas voulu mettre trop d'exigences en matière de sécurité parce que le niveau est tellement mauvais et bas, on savait que personne ne serait référencé, quoi. Et on a, sur la vague 1, procédé exclusivement par sondage déclaratif. On a posé des questions sur où en étaient les éditeurs et leurs clients sur tous les enjeux de confidentialité, de sécurité des données, de risque d'attaque cyber, etc. Mais on n'a rien rendu d'obligatoire. L'année prochaine, avec la vague 2, dans tous nos référentiels, on introduit les exigences de sécurité des systèmes d'information. Parce que là, vraiment, avec toutes les difficultés qui existent en termes de cyberdélinquance, de cybersécurité, là, on va devenir de plus en plus pushy sur ce sujet. Et donc, si des éditeurs l'année prochaine veulent à nouveau bénéficier de financement public, ils vont devoir démontrer qu'ils respectent un certain nombre de normes de base en matière de sécurité des systèmes d'information. Et notamment, c'est la slide suivante, ils seront tous soumis à un test, c'est la slide encore après, autant pour moi, ils seront tous soumis à un test d'intrusion. C'est-à-dire que dans la phase de référencement, dont je vous parlais tout à l'heure, on va intégrer une vraie phase de contrôle d'un certain nombre de points de sécurité des systèmes d'information et on va réaliser un test d'intrusion. Et si les éditeurs sortent KO sur ce test d'intrusion, ils ne pourront pas être référencés Ségur, ils ne pourront pas obtenir l'argent public. Alors après, le niveau d'exigence sur ce sujet de sécurité des systèmes d'information ou sur les autres aspects des nouveaux référentiels est en train d'être concerté en ce moment. Donc, sur le site de l'ANS, vous allez pouvoir trouver des projets de référentiels qui sont actuellement soumis à consultation. Et il y a notamment une discussion un peu rude sur les questions de sécurité des systèmes d'information, parce que évidemment, nous, on voudrait avoir un niveau d'exigence fort, mais dans un délai qui est très contraint et avec ce qu'on est capable de faire au niveau industriel en termes de développement informatique, je pense qu'on va essayer de trouver le bon curseur entre les contraintes des professionnels, les exigences des pouvoirs publics, mais tout ça est en train de se discuter en ce moment. Et à partir de l'année prochaine, on sera donc dans la vague 2 du Ségur, avec à nouveau d'argent mis sur la table pour inciter à ces mises à jour logicielles. Ça, c'est la régulation par la carotte. Politique de la carotte, c'est on vous donne des sous. Si vous voulez ne pas être payé mais respecter nos référentiels quand même, vous êtes tout à fait libre de le faire. Et on va passer à partir de la fin de cette année, c'est la slide suivante je pense, à la régulation par le bâton. La régulation par le bâton, c'est si vous ne respectez pas nos référentiels, on va vous sanctionner. Et ces deux systèmes incitatifs et coercitifs, là sur les prochaines années, ils vont naviguer de concert. On va voir comment on va les rendre cohérents entre eux, mais en tout cas, on va être dans une phase intermédiaire. On ne va pas du jour au lendemain arrêter des incitations financières et on ne va pas du jour au lendemain se mettre à taper sur tous les industriels. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir une phase de transition au cours de laquelle on va rendre progressivement certains cas d'usage obligatoires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Et a priori, le premier cas d'usage, ça sera la téléconsultation, puisque d'ici la fin de l'année, les pouvoirs publics ont vocation à publier, par voie réglementaire, par arrêté, un référentiel sur la téléconsultation qui va embarquer des exigences d'interopérabilité, des exigences de sécurité, des exigences d'éthique. Et quand ce référentiel sera publié, l'arrêté dira, vous avez tel délai pour vous, industriels, mettre à jour vos solutions et pour qu'elles soient conformes à ces exigences. Et passé ce délai, vous êtes susceptible d'être contrôlé et sanctionné si ce n'est pas conforme. C'est ça le mécanisme de l'opposabilité qui va se mettre en place progressivement au cours des prochaines années et qui va conduire à ce que les industriels justifient de respecter nos référentiels et que, évidemment, les utilisateurs, donc les établissements, les professionnels de santé, ils justifient d'utiliser des outils produits par des industriels qui ont respecté nos référentiels. C'est vraiment une chaîne. La loi pour le financement de la sécurité sociale 2023, qui a été adoptée en début d'année, pose le principe de ce nouveau dispositif d'opposabilité sur un périmètre, je vous l'ai dit, qui est assez vaste, puisque c'est interop, mais pas seulement, c'est aussi sécurité et éthique. La notion d'éthique, c'est une notion qui est un peu floue. Elle n'est pas définie dans les textes. Dans les débats parlementaires, ce qui est dit, c'est que l'éthique, ce sont des exigences qui sont relatives à la qualité du contenu, à son accessibilité, à la transparence sur le traitement des données, aux mécanismes d'information et d'évaluation et de contrôle en cas de recours à l'intelligence artificielle, au développement durable. Donc ça embarque plein de sujets éthiques. Ça embarque les sujets de protection de la vie privée, donc tout ce qui est conformité au RGPD par exemple. Mais ça va embarquer tout ce qui est accès au numérique, s'assurer qu'à partir du moment où on veut numériser la santé,
des populations un peu vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, elles puissent aussi accéder aux outils numériques. Donc, intégrer dans nos référentiels des standards éthiques pour garantir qu'il ne va pas y avoir de l'exclusion, quoi. Le développement durable, s'assurer que ce qu'on fait sur le plan numérique, qui est très consommateur d'énergie, ne soit pas non plus complètement délirant au regard des questions de développement durable. Accompagner toutes les problématiques d'intelligence artificielle, donc c'est ça l'éthique. À date, sur le site de l'ANES, vous allez pouvoir déjà trouver quelques référentiels qui ont été publiés, qui ne sont pas obligatoires, qui concernent par exemple l'intelligence artificielle. Ce que dit la loi, c'est que c'est l'Agence du numérique en santé qui va produire ces référentiels. Voilà. Donc nous, ici, on va devenir un peu le nœud de cette activité de production de référentiels et de contrôle. Ce qui ne veut pas dire qu'on fera tout nous-mêmes, puisque aujourd'hui, encore une fois, il y a d'autres structures publiques qui produisent des référentiels. À l'avenir, elles continueront peut-être à produire elles-mêmes ces référentiels, mais elles le feront en concertation avec nous, puisque c'est auprès de l'ANS que les industriels viendront au guichet de référencement pour démontrer qu'ils respectent bien le référentiel. Et en fait, finalement, on va réutiliser le mécanisme du Ségur. Il y aura une première étape de référencement, c'est ce qu'on appelle dans la loi les certificats de conformité. C'est-à-dire quand un référentiel sera publié et rendu opposable, la première étape, ça sera pour un industriel de venir chez nous, déposer un dossier pour que nous, on vérifie que le logiciel ou le DM numérique, il est conforme à nos référentiels. Donc ça sera un contrôle comme sur le Ségur, sur dossier. On va demander le dépôt d'un certain nombre de preuves via des espaces de dépôt de preuves, donc de la documentation, des espaces de test, etc. Et puis on va délivrer un certificat de conformité. Ça sera la première étape. Et fort de ce certificat de conformité, les utilisateurs, par exemple d'un logiciel, un hôpital qui utilise un DPI qui va être certifié ANS, cet hôpital, il aura la garantie qu'il utilise un outil qui est conforme au référentiel opposable. Et puis il y aura la deuxième phase qui va être pour nous d'aller vérifier sur le terrain que ce qu'on a référencé est bien conforme au référentiel et de sanctionner le cas échéant. Je vais y venir. La loi renvoie cette année à un décret d'application qui est en cours d'adoption. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel opposable, là tout de suite, parce que le cadre réglementaire n'est pas finalisé. On attend un décret qui a été rédigé par le ministère de la Santé en concertation avec nous, qui va être soumis à l'avis de la CNIL cet été ou en septembre, qui va être soumis au Conseil d'État en septembre-octobre et qui devrait être publié en octobre-novembre. Et tant qu'on n'a pas ce décret d'application, le système d'opposabilité, il ne peut pas être mis en œuvre formellement. Et ce décret d'application, il va rappeler le rôle de l'ANS, le rôle central de l'ANS. Il va dire que l'ANS, pour ce qui est du contrôle de conformité a priori ou a posteriori, elle pourra faire elle-même ou elle pourra déléguer à des organismes accrédités. C'est un peu ce qu'on fait par exemple sur un autre référentiel qui est HDS, hébergement de données de santé. Les prestataires qui veulent se faire référencer, ils vont se faire référencer, se faire certifier par un organisme qui a été accrédité par les pouvoirs publics. Parce que nous, on ne pourra probablement pas tout faire nous-mêmes, donc on délèguera. Et les audits sur place, a posteriori, on sera susceptible de les faire nous-mêmes, de les déléguer aussi à des organismes accrédités. Voilà. C'est ce qui sera dit dans le projet de décret. Le projet de décret va expliquer qu'il y aura des sanctions possibles. Pour information, ces sanctions, en termes de calendrier, l'opposabilité, c'est obligatoirement avant fin 2023. Là, le décret dont je vous parle, il faut impérativement qu'il soit publié avant fin 2023 parce que ce que demande la loi, c'est que dès fin 2023, on commence à rendre des référentiels opposables, même si ça se fera progressivement. D'ailleurs, à mon avis, au 31 décembre 2023, pas beaucoup de référentiels opposables. Il y aura celui sur la téléconsultation, il y aura peut-être d'autres. Après, l'idée, ça va être de construire, ce que vous disiez tout à l'heure, une roadmap pour que tout l'écosystème ait la visibilité sur le calendrier de ce qui va devenir obligatoire dans les prochaines années. Et ça, c'est ce sur quoi l'ANS travaille actuellement, mais elle ne peut pas le faire seule parce que le donneur d'ordre, c'est le ministère de la Santé principalement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ANS qui va décider toute seule des priorités. Ça, c'est politique, donc c'est le ministère de la Santé qui définit, avec aussi évidemment l'assurance maladie. L'assurance maladie elle-même produit de la norme avec le GU Sésame Vital, le CNDA. Donc voilà, il faut que toutes ces structures publiques en fait articulent bien leur programme de travail des prochaines années.
mais il sera impératif que ce programme de travail soit publié, que les industriels sachent, en gros, si je peux me permettre de dire ça comme ça, à quelle sauce ils vont être mangés dans les 5 ans qui viennent, quoi. Voilà. Et on ne va pas du jour au lendemain rendre des référentiels opposables, ça n'a aucun sens. En termes d'acceptabilité, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va être travaillé au cours de cette année et sur lequel on pourra communiquer un peu plus tard. Mais là, moi, à date, je ne peux pas vous présenter une roadmap. Elle n'existe pas, en tout cas, elle n'est pas officielle, quoi. Juridiquement, quand le décret sera adopté, les référentiels qui seront ensuite rendus opposables le seront par arrêté. Donc à chaque fois qu'on voudra rendre un référentiel nouveau opposable, il y aura une nouvelle publication par voie d'arrêté. Donc ça va se faire comme ça au fil de l'eau sur les prochaines années, tout comme on l'a fait sur le Ségur. En août 2021, on a publié 7 ou 8 arrêtés sur 7 ou 8 cas d'usage, avec 7 ou 8 référentiels. Et puis un peu plus tard, on a publié sur la pharmacie, puis un peu plus tard, on a publié sur le médico-social. Bah là, voilà, ça va être comme ça par petite itération, sur la base, je l'espère, d'une roadmap qui sera la plus claire possible. Et à chaque fois qu'il y a un référentiel qui sera publié par arrêté, il faudra regarder ce que dit l'arrêté. Parce que l'arrêté dira, pour ce référentiel, il est opposable à telle date. Vous allez vous faire accréditer auprès de l'ANS ou auprès d'un organisme accrédité par l'ANS. Vous vous ferez contrôler dans telle et telle circonstance. Les sanctions seront possibles à compter de telle date. Enfin voilà, les règles du jeu seront définies arrêté par arrêté. Et ces règles du jeu, elles conduiront à la fin 2024 au prononcé éventuel de sanctions, puisque ce qui est prévu par la loi, c'est que avant le 31 décembre 2024, donc dans 1 an et demi, il faudra que nous, on puisse sanctionner les industriels ou les professionnels de santé qui ne respectent pas les référentiels opposables. Alors, on va prendre le cas de la téléconsultation. Si avant la fin 2023, il y a un référentiel sur la téléconsultation qui est publié par voie réglementaire, on pourra, nous, l'auditer quand on veut, parce qu'à partir du moment où quand on va référencer un logiciel ou un dispositif, on va de toute façon signer une convention avec le professionnel, l'industriel qui bénéficie de ce référencement, et dans la convention, il y aura une clause d'audit. C'est-à-dire que nous, dès qu'on a référencé, on doit pouvoir tout de suite, si on veut, aller sur place, vérifier comment ça se passe. Mais pour la sanction, ça ne sera pas avant le 31 décembre 2024. Et là, ce que dit la loi, c'est que la sanction, c'est une sanction financière à hauteur de 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'industriel, l'éditeur ou le fabricant, à hauteur, je crois, d'1 million d'euros, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc la sanction maximum, ça sera 1 million d'euros. Et la notion d'industriel est définie très largement, puisque c'est tout organisme public ou privé, donc ça ne concerne pas que le privé. Quand l'assurance maladie produit de la norme ou utilise des outils, elle pourra, le cas échéant, être dans le périmètre, qui fabrique, développe, édite des systèmes d'information, des services outils numériques en santé, qui concourent à des activités de prévention, de diagnostic, de soins, de suivi médical, médico-social, des interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités. Donc ça, c'est le périmètre, tous les industriels au sens large qui vont, à un moment donné, être dans ce mécanisme d'opposabilité. Et puis, comme c'est une chaîne, si un hôpital, par exemple, fin 2024, utilisait des outils de téléconsultation qui ne seraient pas référencés par l'ANS, elle pourrait aussi être sanctionnée. Et là, c'est beaucoup plus limité parce que c'est 1 000 € pour les personnes physiques et 10 000 € pour les personnes morales. Pour être honnête, je pense que l'objectif des pouvoirs publics, c'est pas d'aller tomber à bras raccourcis sur les hôpitaux ou les libéraux, plutôt d'aller voir les industriels. Voilà, donc c'est plutôt là que ça va se jouer dans un premier temps en tout cas. Ce qui est prévu, c'est quand même que un médecin libéral, par exemple, qui ne respecterait pas du tout, n'utiliserait pas du tout les logiciels qui sont référencés par l'ANS, pourrait être sanctionné par la CNAM par voie conventionnelle, puisque les médecins bénéficient de tout un tas de subventions et de financements à l'usage. Le respect de ces référentiels va devenir une condition d'octroi de ces financements. Voilà, c'est très clair. Il y aura un système d'astreinte qui sera prévu, donc un industriel qui ne respecte pas, on pourra sous astreinte augmenter la sanction financière à laquelle il sera condamné. Et puis si demain on continue à faire de l'incitation financière, il faudra qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Je pense que on donnera plus d'incitation financière à des industriels qui par ailleurs ne respecteraient pas les référentiels obligatoires, quoi. Donc ça va quand même imprégner de plus en plus l'écosystème, cette notion d'opposabilité, cette obligation de respecter certains référentiels. Et pour info, la sanction financière sera prononcée par le ministre de la Santé
sur demande de l'ANS. C'est l'ANS qui fera les contrôles, constatera les non-conformités et qui ira demander le prononcé d'une sanction au ministre. Voilà, ce n'est pas l'ANS directement qui prononcera les sanctions financières. Si on va sur la slide suivante, latence, donc je ne sais pas si à distance ça a changé. Ah, c'est bon. C'était mon dernier slide, mais juste attendez, je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire. Est-ce que vous avez peut-être des questions? On peut peut-être faire une première pause, j'ai quasiment fini, mais s'il y a un première salle de questions, peut-être à distance pour commencer, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui lève la main à distance, Monsieur Roland, si vous voulez intervenir. Oui. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette session d'information. Moi, je suis en charge du numérique en santé pour le SNITEM, les fabricants de dispositifs médicaux. Je suis un peu surpris et à la fois un petit peu gêné que, à nouveau, l'ANS explique que le numérique en santé est la panacée des éditeurs de logiciels. Nous répétons au SNITEM très très souvent qu'il n'y a pas que les éditeurs de logiciels, il y a les fabricants de dispositifs médicaux aussi, qui font des solutions numériques en santé, plus particulièrement dans la télésurveillance, puisque un acte de télésurveillance s'appuie sur un dispositif médical, qu'il soit numérique ou matériel. Et puis, on a plus largement une opposabilité qui arrive au 1er janvier 2024 sur les dispositifs médicaux numériques. Donc, au-delà du fait qu'on est tout le temps un petit peu oublié, moi, je suis extrêmement gêné par le fait que tous ces référentiels nationaux qui arrivent et qui sont donc dans une boîte opposable est un petit peu oublié que les dispositifs médicaux numériques, ils répondent avant tout à un règlement européen. Et donc, ils ont déjà fait la preuve de leur performance et de leur sécurité pour le patient, puisqu'un dispositif médical est à usage unique. Individuel, pardon. On a un problème. On a un problème parce que les référentiels dont on parle ici viennent percuter les dossiers techniques de marquage CE qui, pour certaines entreprises, pour certains dossiers techniques, génèrent des modifications substantielles du dossier technique. Et lorsque vous avez une modification substantielle, vous êtes obligé de redéposer une demande d'audit auprès d'un ON pour obtenir un nouveau marquage CE. C'est un problème. C'est un problème parce qu'on a le sentiment que, au regard des délais d'opposabilité, des délais de mise en conformité qui sont demandés aux entreprises, ces délais ne prennent absolument pas en compte le contexte que nous vivons, à savoir qu'une entreprise, aujourd'hui, pour se faire auditer un dossier, les délais vont de 18 à 24 mois. Donc, on a deux dossiers actuellement qui sont extrêmement compliqués, la télésurveillance et les DM numériques, qui sont contraints à des référentiels opposables. Le problème que l'on a, alors indépendamment du contexte actuel qui fait que certaines entreprises doivent redéposer des dossiers auprès de leurs ON qui ne sont pas prêts avant 12, 16, 18, 24 mois, donc déjà on est hors des dates exigées par le ministère de conformité, mais là où je vois un risque encore plus important, c'est que chaque fois qu'on va avoir un nouveau référentiel ou des modifications d'un référentiel avec des ajouts d'exigences, comme il a été expliqué là, une montée de niveau, une montée des exigences, si chaque fois, toutes ces entreprises qui conçoivent ces DM numériques et logiciels qualifiés dispositifs médicaux doivent reposer à l'aune d'un référentiel modifié, ça ne va pas beaucoup les faire rire, hein, je peux vous l'assurer. Hein. Donc il va falloir. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, il va falloir qu'on trouve une solution pour ça. Voilà. Je suis vraiment complètement d'accord avec vous. Alors vous soulevez à mon sens plusieurs sujets distincts. Oui. D'abord, sur l'opposabilité telle que là je la présente, encore une fois, le système que je présente n'existe pas à date, hein, pour être clair, puisque comme il n'y a pas le décret d'application, par exemple nous on n'a pas de pouvoir de contrôle formel, il n'y a pas de pouvoir de sanction pécuniaire, donc tout ça c'est vraiment à compter de la fin de l'année en gros. Et le périmètre en question, là, j'ai quand même bien pris soin de le rappeler, vous l'avez vu, j'ai mis cette notion d'éditeur là qui est évoquée dans les textes a un périmètre en réalité beaucoup plus large, vous avez tout à fait raison. Et ce système d'opposabilité ne concerne pas que les éditeurs logiciels, mais aussi les fabricants de DM numériques. Enfin bref, là, je vous renvoie à la définition que j'évoquais à l'instant. Donc, on est complètement en ligne là-dessus.
c'est vrai que parfois, nous, peut-être par abus de langage, on parle beaucoup des éditeurs logiciels parce que... Ça, c'est un détail de forme, c'est beaucoup moins important que... Le précédent qu'on a aujourd'hui, c'est celui du CELI. Nous revenons vers vous. Bonne journée. Merci. Alors, la deuxième chose, à date, il y a déjà des dispositifs, il y a des petites briques opposables qui concernent certains cas d'usage particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Ségur du numérique, d'une certaine manière, pour ceux qui ont accepté de se faire référencer, ils sont dans un certain niveau de contrainte par rapport au référentiel qu'on a publié. Donc, il y a une petite brique, on peut dire, un peu opposable. Il y a une brique opposable depuis un moment, c'est l'hébergement des données de santé, où il y a un référentiel qui est publié, il y a un certain nombre d'opérateurs qui doivent respecter ce référentiel. Ça, c'est déjà d'une certaine manière opposable. Dans le cadre de mon espace santé, il y a une réglementation spécifique qui existe, par exemple sur le store Mon espace santé, où là, vous avez déjà des processus de référencement et bientôt d'audit d'outils qui vont être référencés sur le store. Et puis, vous avez la télésurveillance. Et en fait, la télésurveillance, pour moi, c'est une petite brique qui, effectivement, à date, est déjà opposable parce qu'il y a des textes spécifiques qui ont été publiés. Alors, juste, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je suis assez d'accord, mais il ne faut pas confondre ces petites briques qui existent à date et qui ont défini un cadre juridique spécifique à chaque sujet avec des opposabilités à respecter, des délais à respecter. Et puis, ce cadre général que je vous présente et qui, lui, est pour l'avenir, ce qui est vrai, c'est que quand ce cadre-là va être actif en fin d'année, il va falloir qu'on réconcilie un peu tous ces systèmes parce que moi, je suis bien d'accord que ça ne vous fait pas rire du tout et pour être honnête, nous non plus, ça ne nous fait pas trop rire d'ailleurs. Il faut que tout ce système ne devienne pas une usine à gaz complètement incompréhensible et que personne ne pourrait respecter. Donc, quand ce système d'opposabilité sera mis en œuvre, déjà, il faudra réconcilier ces différents cadres juridiques spécifiques qui existent à date. Nous faisons... Les entreprises et le SNITEM fait tout à fait la différence entre le Ségur et ces activités qui représentent pour vous des petites briques. Pour nous, ce sont loin d'être des petites briques, puisque ça concerne un paquet d'entreprises et des dizaines de milliers de patients. N'empêche que l'opposabilité, nous, on l'a déjà. Le passage en droit commun à la télésurveillance, c'est au 1er juillet, donc dans pas très longtemps. Et pour les DM numériques, c'est au 1er janvier 2024. Donc nous, on est en plein dedans. Et encore une fois, on a cette couche réglementaire européenne qui vient percuter les référentiels. Et c'est un contexte pour lequel aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse des pouvoirs publics et qui sont des délais qui sont indépendants de la volonté des entreprises et qui peuvent aujourd'hui pas dire quand elles seront conformes. Donc on est dans ce contexte-là. Et pour moi, ça appartient au chapitre opposabilité. Voilà. Donc, absolument. Alors quand je dis petite voilà. brique, c'est pas pour dire que c'est un petit sujet, c'est pour dire que sur le plan juridique, ça répond à il y a eu des textes réglementaires spécifiques qui ont été adoptés sur la télésurveillance que vous êtes tenu de respecter dans un certain nombre de délais avec des exigences qui se confrontent manifestement. Et c'est pas pour botter en touche que je veux parler de ce sujet en particulier, mais moi je le suis pas directement. Mais ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il y a un enjeu très fort pour les pouvoirs publics de publier des standards, des référentiels qui seront cohérents entre eux. Et le cas d'usage sur la télésurveillance montre que c'est pas évident. Donc nous, là, vraiment, l'enjeu pour les prochains mois et à mon avis les prochaines années, dans cette phase de transition qui à mon avis va durer plusieurs années, ça va être effectivement de s'assurer que ce qu'on va publier sera cohérent pour que les industriels ne soient pas mis en face d'obligations contradictoires et donc impossibles à respecter. L'ANS, là-dessus, est la cheville ouvrière des pouvoirs publics parce que là, le sujet que vous évoquez, pour moi, c'est un sujet qui relève vraiment du ministère de la Santé, de savoir quel niveau d'exigence les pouvoirs publics veulent définir sur tel ou tel sujet et puis s'assurer que derrière tout ça soit compatible. Mais le message que vous portez, moi je l'entends, je pense qu'il est complètement entendu, intégré, mais je pense qu'il faudra continuer à le porter parce que de fait, quand on va arriver dans ce mécanisme généralisé d'opposabilité à partir de l'année prochaine, cette question de la cohérence des référentiels entre eux, elle va être essentielle. Et là, nous, je peux vous dire, au niveau de l'ANS, on a des échanges assez nourris avec le ministère de la Santé, avec la CNAM. Il y a des groupes de travail qui existent entre autorités publiques là, pour bien rappeler qu'il va falloir qu'on soit cohérent entre nous. Et par exemple, nous, on a un sujet qui est la cohérence entre des référentiels que nous, on appelle transverses. Par exemple, le référentiel sur l'INS, le référentiel sur les référentiels de sécurité ou d'interopérabilité. Et puis ce qu'on appelle des référentiels packagés,
c'est-à-dire qui vont être des référentiels métiers, comme ce qu'on fait dans le Ségur, où on va dire, sur telle typologie de logiciel ou dans tel secteur d'activité, on vous demande de faire ci ou ça. Il sera essentiel que ces référentiels packagés ou transverses soient cohérents les uns avec les autres. À notre avis, il faudra que ce soit les référentiels métiers qui soient opposables et pas les autres. Et j'entends bien qu'il y aura un sujet de chronologie de publication de ces référentiels parce qu'on ne va pas modifier les référentiels au fil de l'eau sans aucune prévisibilité, sinon personne ne pourra les respecter. Donc là, il y a un enjeu qui est de savoir à quelle échéance ces référentiels seront modifiés. Il y a un enjeu aussi de voir comment, comme on l'a toujours fait, il y aura des phases de concertation en amont pour évidemment que ça ne tombe pas comme ça du ciel. Mais si on était dans des chronologies trop serrées, je pense qu'à l'ANS, on a bien conscience que ça ne fonctionnera pas. Donc, tous ces sujets sont en cours de discussion. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle n'est pas entre les référentiels métiers, transverses ou autres. La problématique, elle est la cohérence et l'orthogonalité, le risque d'orthogonalité avec un règlement européen. Le risque, il est là. Et on ne peut pas, nous, au SNITEM, systématiquement, quand un référentiel sort, vérifier que si et ça, telle exigence n'est pas demandée par ailleurs, notamment dans notre règlement européen. Et c'est l'exercice auquel on se prête depuis maintenant plusieurs années. Et il faudrait quand même que au ministère, l'ANS, la DNS, ait cette analyse en amont de se dire, est-ce qu'on demande si ce qu'on demande dans ce référentiel n'est pas déjà couvert par ailleurs. Je vous rappelle qu'il y a eu des précédents là-dessus, sur les logiciels de la prescription, avec des orthogonalités. Là, aujourd'hui, ce n'est pas un dialogue entre l'ANS et le SNITEM, donc on va peut-être passer à d'autres sujets, d'autres questions. Mais ceci étant dit, moi, je vous réponds très clairement. Je vous réponds très clairement que j'entends tout à fait ce que vous dites. Et quand on va produire des référentiels, la première des choses, effectivement, c'est que ces référentiels, ils ne viennent pas contredire du droit dur. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas contredire effectivement des textes européens ou français qui poseraient déjà des règles sur ce sujet. Donc moi, si sur le sujet des DM numériques, là, il y a des problématiques, et il faut que ça soit réglé par le ministère de la Santé en lien avec nous. Mais enfin, sur le fond, on est complètement en ligne sur le fait que votre alerte, elle est essentielle. Voilà, et il faut que nous, on l'entende. Et je pense encore une fois que là, on est au début d'un processus. Il va falloir qu'on discute beaucoup entre autorités publiques et avec les industriels, avec vous, pour s'assurer que ce dispositif fonctionne. Mais là où je ne suis pas non plus trop inquiet, c'est que l'ANS ne va pas aller contrôler et sanctionner des industriels sur des périmètres qui ne seraient pas complètement stabilisés. Et que par ailleurs, sur les sujets de calendrier, je pense que les pouvoirs publics, ils évoluent. Sur un autre sujet qui est le Ségur, les calendriers qui étaient au départ précédent, on les a aussi fait évoluer. Donc, bref, affaire à suivre, mais moi j'entends complètement ce que vous dites et je m'en ferai l'écho en interne. Est-ce qu'il y a des questions à distance avant qu'on passe dans la salle? On a quelques questions effectivement à distance. Avant les personnes qui lèvent la main, je crois qu'on a des questions. On a une question notamment de M. Béder qui dit: pouvez-vous s'il vous plaît préciser l'articulation entre l'ANS et l'AM, CNAM, GIE, sur les publications de cahiers des charges et les contrôles correspondants par le CNDA? Alors, donc, pour mémoire, je ne sais pas si vous étiez là au tout début, donc l'Agence du mec en santé, c'est un GIP qui a une gouvernance hétérogène. Les membres de notre gouvernance, c'est le ministère de la Santé, l'assurance maladie, donc indirectement le CNDA qui est derrière, la CNSA, la Caisse d'autonomie pour ce qui est le médico-social, les agences régionales de santé et leur pendant informatique, les grades. Donc aujourd'hui, on travaille de manière collaborative avec le CNDA. Par exemple, sur le périmètre du Ségur, le référencement Ségur d'un certain nombre de logiciels implique qu'il y ait eu en amont une homologation du CNDA, par le CNDA. Et donc là, en fait, on a travaillé, je pense, en bonne intelligence avec eux pour qu'on récupère de l'information du CNDA avant de référencer le logiciel. Et du coup, pour l'avenir et pour les référentiels qu'on aura vocation à publier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces référentiels, on n'en sera pas forcément toujours à l'origine. Il pourra s'agir de référentiels qui sont produits par la CNAM, par le CNDA, par le GIE Sésame Vital. Et là, dans les process de référencement et d'opposabilité, si l'ANS est le guichet, l'interlocuteur, il faudra qu'en back-office, tout soit bien organisé entre l'ANS et les autres structures publiques. Et ça va se faire au cas par cas, en gros. C'est-à-dire que quand demain, on va aller sur des référentiels qui vont impliquer d'autres opérateurs que l'ANS, et le contenu du référentiel ou de l'arrêté qui va publier ce référentiel précisera comment ces différentes structures sont censées travailler entre elles. Et, pardon, bonjour, je me permets de préciser ma question.
Je connais bien le fonctionnement de ces maisons, mais l'assurance maladie est en situation d'émettre, enfin globalement, hein, CNAM, JE, des référentiels, des specs qui sont du domaine de la santé et de la prise en charge, typiquement l'INS, et des choses qui sont du domaine vraiment de l'assurance maladie, du remboursement, les FSE, etc. Et quelque chose qui n'était pas clair pour moi, c'est ces sujets qui sont du domaine de l'assurance maladie, encadrés par le code de la Sécu, les conventions et compagnie. C'est couvert par ce que vous évoquez là, ou c'est uniquement dans un périmètre santé que vous vous positionnez? Quelque chose qui n'était pas clair pour moi. Sur le plan des principes, c'est un périmètre plus large. Donc ça peut inclure les sujets assurance maladie, mais d'une part, il faut attendre le décret d'application que j'évoquais tout à l'heure, parce que le décret d'application va peut-être venir un peu préciser justement le périmètre entre ce que je vous présente et le périmètre que vous évoquez, l'assurance maladie. Et par ailleurs, de toute façon, je vous l'ai dit, ce qui va devenir obligatoire et opposable, c'est ce qui sera publié au fil de l'eau par arrêté. Et donc, il est très clair qu'au départ, on va, à mon avis, plutôt être sur le périmètre, enfin, les périmètres du Ségur, par exemple, hein. Mais vous avez raison, il y a une question quand même de cohérence. Et je ne peux pas vous dire beaucoup plus à date que l'opposabilité a un caractère extrêmement large et général, mais que ça va être un peu resserré dans le cadre du décret qui sera publié, puis ensuite dans les arrêtés qui définiront les cas d'usage qui seront rendus opposables. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, côté assurance maladie, l'opposabilité, elle n'est pas gérée par des arrêtés ministériels, c'est par les conventions, etc. À chaque fois qu'il y a un cahier des charges chez Invital et chez Addendum, il n'y a pas d'arrêté. On peut être sur des cycles extrêmement courts parce que ça dépend des lois votées ou de choses comme ça. Donc, des fois, il faut faire des évolutions en extrême urgence. Mais en tout cas, si on revient à l'objectif que vous évoquiez tout à l'heure, la notion, je ne vais pas dire de guichet unique parce que ça, c'est trop fort, mais donner de la visibilité globale avec le maximum d'anticipation et de cohérence à tous les industriels par rapport à toutes les specs qui peuvent sortir des pouvoirs publics, c'est plus que louable et c'est très attendu. Il ne faut pas oublier toute la dimension sécurité aussi, hein, qui va tomber par l'ANSSI et compagnie. Et ça, c'est encore autre chose. Oui, enfin, absolument, j'entends ce que vous dites et c'est un exercice qui est difficile, mais si on veut que ce système fonctionne, c'est impératif, quoi. Qu'on soit tous cohérents entre nous. Bon courage. Merci. Une autre question dans le chat, peut-être sur un tout autre sujet, Monsieur Soumillon qui demande, alors je vous laisserai bien sûr prendre la parole pour préciser si vous souhaitez, sans connaître le détail des exigences formalisées dans les référentiels, y a-t-il un effort d'harmonisation avec les autres référentiels européens? La personne précise, pour les éditeurs qui distribuent leurs solutions dans plusieurs pays, la conformité locale peut s'avérer assez complexe sans multiplier les efforts. En tout cas, je pense qu'à moyen terme, et que la dimension européenne qui existe, c'est complètement intégré. Le Ségur, c'était une opération franco-française, mais je pense que dans le cadre des discussions sur le projet de règlement sur l'espace européen des données de santé, on a quand même en tête d'essayer de produire des référentiels à l'avenir qui soient quand même assez cohérents avec ce qui peut se faire ailleurs en Europe. Et puis dans le cadre du règlement sur l'espace européen de la santé, quand il sera adopté et applicable, probablement à la fin de l'année prochaine, on va être dans une logique où qu'on soit dans des questions d'utilisation primaire ou secondaire des données, il faudra qu'on se cale sur des mécanismes cohérents au niveau européen. Donc je crois que la cible, elle est claire dans notre esprit. Est-ce que à date, ce qui est publié permet une implémentation facile partout en Europe? Ça, moi, je suis incapable de le dire, mais c'est vraiment aussi un objectif à atteindre et on ne doit pas désormais produire et publier des référentiels qui ne seraient pas cohérents avec ce qui se fait ailleurs en Europe, quoi. Voilà. Mais après, ça renvoie aussi aux politiques publiques, hein. Donc les politiques publiques en santé, jusqu'à présent, elles sont quand même très nationales. Donc là, on est dans une phase où les sujets sont en train de passer au niveau européen. Donc dans cette phase de transition, il y aura peut-être un peu d'effrottement, mais en tout cas, je partage votre préoccupation et je partage l'objectif. Et peut-être une dernière question à distance avant peut-être qu'on passe dans la salle également. Est-ce que tu aurais, s'il te plaît, la date d'ouverture du référencement pour le Ségur Vague 2? Alors, le Ségur Vague 2, pour info, vous avez sur le site de l'ANS d'abord les documents préparatoires qui ont été publiés. Et d'ailleurs, sur téléconsultation, le référentiel dont je disais qu'à la fin de l'année, il deviendra opposable, il y a déjà aussi une version en ligne qui peut être consultée. Voilà. Vous pouvez déjà regarder un peu quelles sont les exigences qui sont prévues en termes d'intérêt de sécurité d'éthique. Les référentiels Vague 2, on pense qu'ils seront publiés en fin 2023. L'objectif qui a été présenté il y a quelques semaines à l'écosystème, l'idée c'est que les référentiels soient publiés à l'automne. Voilà. C'est le calendrier à date.
sur le Ségur, les calendriers précédents ont un peu glissé, donc je vous donne les infos qui ont été communiquées par la DNS à date. Et oui, pour répondre à une question du chat également, on transmettra bien le support et l'enregistrement à la suite de la session. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans la salle également? J'ai une question par rapport à la roadmap. Vous avez parlé d'une roadmap. Sous quel délai vous pensez donner plus de visibilité en tout cas par rapport à cette roadmap? Alors, la roadmap dont je parle dans le cadre de l'opposabilité, il faut que là, on donne de la visibilité à l'écosystème d'ici la fin de l'année. Parce que, en gros, comme l'opposabilité s'applique avant fin 2023, je pense qu'on ne peut pas attendre pour le faire. À date, cette prévisibilité, bon, elle existe déjà par des biais un peu différents. Dans le cadre du Ségur, si vous voulez, vous avez quand même mis en avant, et notamment des référentiels vague 2 là, qui sont en discussion, ça préfigure de ce qui sera plus tard opposable, parce que l'idée, c'est qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Donc, ce qu'on demande dans un cadre incitatif, c'est ensuite ce qu'on va demander dans un cadre coercitif. Donc, toutes les discussions dans le cadre du Ségur vague 2 constituent déjà un début de roadmap. La feuille de route du numérique en santé qui a été publiée, mais aussi l'accent sur un certain nombre de sujets. Mais cette roadmap partagée entre autorités publiques sur les référentiels qui deviendront posables, moi j'espère qu'il y aura plus de visibilité et de formalisation surtout d'ici à la fin de l'année. Et peut-être juste pour terminer, parce qu'il restait une slide, mais j'en dis juste un mot, c'est que dans le cadre du Ségur, là on va donc en septembre être dans la deadline pour les installations auprès des professionnels de santé, des logiciels référencés. Et donc nous, on prévoit d'ici à la fin de l'année de commencer à faire des audits Ségur. Donc là, on est sur le dispositif financier incitatif, hein, c'est pas l'opposabilité. Et les conventions de référencement qu'on a signées avec les éditeurs prévoient qu'on peut aller les auditer. Et on va nous commencer ces audits d'ici à la fin de l'année. Donc d'ici à la fin de l'année, on va aller chez les éditeurs, on va aller dans les établissements, chez les professionnels de soins, pour regarder comment fonctionnent les logiciels sur le terrain et si c'est bien cohérent avec les référentiels sur la base desquels ils ont bénéficié d'un financement public. Et l'idée là, c'est vraiment d'être en avance de phase de ces contrôles qu'on a vocation à faire à moyen terme dans le cadre de l'opposabilité. Ah oui, à distance, oui. J'allais venir à vous, Monsieur Dubreuil. Vous avez la main levée, allez-y, je vous en prie. Ok, bonjour. Donc moi je travaille au GIP Cézanne, donc c'est le grade Île-de-France. J'ai une petite question par rapport à l'articulation avec les marchés publics qui ont été passés. C'est-à-dire que quand on a fait un marché, on a fait un cahier des charges avec un état existant des réglementations et des exigences. Et on a choisi éventuellement un prestataire pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, je ne sais pas. Voilà. Et comment ça s'articule du coup? Parce que généralement, on réintègre, on va dire, les évolutions réglementaires et les exigences dans les nouveaux marchés qu'on passe, mais si le prestataire qu'on a choisi malheureusement n'est pas conforme dans les temps ou dans les coûts initiaux prévus, il risque de répercuter voilà, ce coût sur le marché. Il va dire que c'est hors marché déjà peut-être. Donc c'est comment vous envisagez cette articulation vis-à-vis des marchés en cours, des marchés publics en cours? En fait, si j'élargis un peu votre question, aujourd'hui, par exemple, à date, dans les marchés informatiques qu'on peut passer, on va avoir des exigences vis-à-vis d'un opérateur sur le respect, par exemple, du RGPD. Donc, le prestataire, il va répondre avec un certain nombre de garanties de sécurité, etc. Et puis, dans le temps du marché, les dispositions du RGPD évoluent. En fait, comme c'est du droit dur, tout le monde est censé les respecter. Donc, l'opérateur qui a fait appel à ce prestataire, il doit démontrer qu'il respecte les nouvelles dispositions du RGPD, sauf s'il y avait des délais de mise en application, mais si c'est d'application immédiate. Donc là, ça va être une discussion un peu informelle et consensuelle et contractuelle entre l'opérateur et son prestataire pour voir s'il y a lieu de modifier les termes du marché. Et dans cette phase un peu de transition, avant d'attendre un nouveau marché qui va redéfinir un cadre très clair, on va être dans du conventionnel, quoi. Ça va être des discussions entre l'attributaire du marché et son donneur d'ordre. Oui, ce que je veux dire, c'est par rapport aux sanctions. Mais on est déjà un peu confronté à ces cas-là, vous voyez, parce que aujourd'hui, la réglementation évolue en continu et ça peut déjà impacter certains marchés. Oui, je peux comprendre après qu'on puisse passer par des avenants, etc. Mais ça veut dire forcément, à mon avis, que le prestataire, il va refaire payer quelque part dans le marché le coût de mise à jour, de mise à niveau, qui n'était pas prévu initialement.
Donc ça peut poser, voilà, ça peut poser des problèmes. Parce que si on le met, ouais, comprenez bien, si on le met comme exigence au début d'un nouveau marché dans le cahier des charges, bah, ça pose pas de problème. Mais si ça arrive en cours de marché, je pense que ça va pas être aussi simple que ça à mettre en œuvre. Non, je suis d'accord, ça constituera une des difficultés, c'est clair. Et alors, il faudra voir un peu au cas par cas comment ça se traite. Je pense que l'idée aussi, c'est quand même de publier, c'est quand même de rendre obligatoire des référentiels en lien avec des sujets qui sont un peu matures, quoi, vous voyez? Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura toujours une articulation entre des systèmes incitatifs et opposables. Il y aura toujours une articulation entre la publication en amont d'exigences pour que l'écosystème se les approprie, et puis à un moment donné, ça devient obligatoire. Je pense que c'est ça qu'il va falloir doser dans le cadre du dialogue entre les pouvoirs publics et tout l'écosystème. Mais de fait, ça pourra poser des questions, absolument, ouais. Mais ça posera exactement la même question, vous voyez, s'il y a des textes réglementaires en dur qui changent, des lois qui changent et qui viennent impacter un marché, quoi. Souvent, effectivement, il y a des clauses qui permettent d'être conforme aux réglementations en vigueur, mais c'est un peu large et fourre-tout. Je veux dire, voilà, on demande à l'éditeur d'être conforme dans sa maintenance évolutive, réglementaire, mais En tout cas, ce dispositif va impacter tout le monde, il va impacter les industriels, mais au bout de la chaîne, il va impacter les utilisateurs, hein, donc les établissements, les professionnels de santé, c'est clair. du coup, ma remarque pour aller jusqu'au bout, c'était par rapport aux sanctions qui étaient évoquées, avec des coûts soit pour l'éditeur, soit pour les établissements, voire pour les régions, peut-être demain qui portent des services régionaux aussi. Et le fait qu'on ait des marchés qui nous empêchent, entre guillemets, d'être forcément conformes dans les délais. Voilà. Je comprends. Mais encore une fois, quand on va publier, quand on va rendre visible le fait qu'à telle échéance, il y a tel type de sujet qui devient opposable, c'est là où il faudra, dans le cadre de la concertation, alerter sur la nécessité peut-être de faire évoluer un calendrier. Voilà. Mais ça, je pense que ça va se régler cas d'usage par cas d'usage, sujet par sujet. Et j'espère que ça se réglera correctement, mais vous avez quand même bien compris. Enfin, moi, je dis les choses là très modestement. On est sur un dispositif qui va évoluer encore sur le plan réglementaire, qui est très exigeant et qui constitue un défi pour tout le monde, hein, pour les pouvoirs publics, pour les industriels, pour les professionnels de santé. Mais derrière, la cible, elle a été définie par les pouvoirs publics, hein, c'est aller plus loin dans l'échange et le partage de données de santé dans un espace sécurisé et éthique via un corps de normes. Voilà. Et ça, cette ambition-là, elle a été très clairement affichée pour les prochaines années, donc je pense qu'on ne va pas y échapper. Merci pour cette question en tout cas. Peut-être une dernière question avant qu'on arrête. Exactement ce que j'allais dire. Je me permets juste de revenir en tant que également du SNITAM, hein, donc il y avait l'intervention de M. Roland tout à l'heure. C'est le fait, en effet, de ce que je comprends, c'est que vous aurez une petite porte, entre guillemets, par rapport au fait qu'il y ait des contraintes qui ne sont pas liées au fait de vouloir ou non être conforme. C'est pas ça du tout. C'est ce qu'on a évoqué avant et ce qu'a évoqué M. Roland, c'est-à-dire qu'on a des contraintes qui sont en dehors de notre responsabilité et qui sont liées, comme citait Monsieur Roland, au fait que ça impacte en fait directement dans notre HE dans certains cas, et que donc les contraintes que vous nous imposez sont matériellement, temporellement impossibles en fait, je parle de la TLS et des numériques, sont actuellement en société impossibles à tenir. Donc ce que je comprends des échanges qu'on a pu avoir, c'est que voilà, l'ANS est à l'écoute et prend conscience ou est en train de le faire ou va le faire que en fait quelquefois les calendriers peuvent s'avérer un petit peu. Mais en fait, ces difficultés que vous évoquez, c'est justement issu aussi du fait que cet écosystème est hyper compliqué, qu'il n'y a pas que l'ANS. Hein, bon, voilà. Donc c'est pas nous qui décidons tout seul. Si on pouvait faire tout seul, d'une certaine manière, il y a différentes voies de dialogue, mais je pense que le fait qu'il y ait une convergence, si je puis dire, de remontée de ces difficultés on est complètement en ligne là-dessus. Je pense, voilà, excuse-moi d'insister lourdement, et je sais qu'il n'y a pas que des... Enfin, on est complètement en ligne là-dessus parce qu'on est complètement d'accord avec vous sur le fond. Voilà, on pense qu'un écosystème régulé, c'est très bien, c'est vraiment l'objectif, mais il faut que ça soit prévisible, acceptable, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc, sur l'objectif, on est complètement en ligne. Après, sur les cas particuliers où ça a déraillé, on est là pour vous aider, pour faire remonter des messages quand ça ne relève pas de notre responsabilité de modifier un texte en délai, etc. Donc, vous pourrez vraiment compter sur nous là-dessus. On réfléchit beaucoup à la manière dont on va encore renforcer ce dialogue qu'on a avec l'écosystème, avec les industriels, les fédérations professionnelles,
dans le cadre du Ségur, je crois qu'on a beaucoup progressé là-dessus et on va continuer à réfléchir à la comitologie qui sera la plus adaptée. Donc ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, on sera toujours d'accord sur le fond, mais sur la méthode, on ne peut qu'être d'accord. Enfin, franchement. Il y a des patients derrière, parce qu'il y a certains cas où en fait, il y a certains logiciels que vous pouvez évoquer qui peuvent poser des problèmes de respect, en effet, des secrets des données de santé, du secret médical, voilà. Et dans le cas de la télésurveillance, ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un enjeu patient majeur, puisque c'est des dispositifs médicaux qui prennent en charge des pathologies souvent très graves. Donc, le niveau, si vous voulez, de risque, c'est pas simplement le fait qu'un professionnel de santé ait échangé des données qu'il n'aurait pas dû échanger avec un autre ou je ne sais quoi, ou se tromper de patient. Là, c'est vraiment, il y a un enjeu majeur pour ces domaines d'activité qui sont là directement impactés par ce calendrier. C'est vraiment, il y a un enjeu patient majeur. Donc, bien compris. Je pense que Et notre directrice générale, Annie Prévost, elle est très à l'écoute. Hein. Donc, vous l'avez déjà fait, je crois, mais il ne faut pas hésiter à la solliciter, à l'alerter. Le message est bien passé. Hein. Parfois, je pense que c'est bon. Ce que votre collègue ne savait pas, c'est que vous m'aviez déjà un peu briefé quand on était en présentiel juste avant. Donc, je referai passer le message, c'est promis. Voilà. Excusez-moi d'être un peu lourde, mais voilà. Et sur ce, écoutez, merci en tout cas de votre participation nombreuse, de l'intérêt que vous portez à ces sujets. C'est une affaire à suivre. Il faudra qu'on refasse ce genre d'échange. Et on va arrêter là, du coup. Voilà. On va s'arrêter là. Oui, moi, je me permets juste de conclure. Donc, pour vous remercier à tous d'avoir participé, pour m'excuser encore pour le petit délai au début, surtout auprès des personnes qui sont en présentiel. Je suis ravie. Merci Guillaume. Merci beaucoup pour ta patience et pour avoir tenu cette formation. Pour toutes les personnes qui étaient inscrites via le lien Eventbrite, on vous enverra à la fois le support, l'enregistrement, par mail. Alors aujourd'hui ou demain, ça va arriver en tout cas.